Signez-le maintenant ou laissez la robe et quittez cette maison avant le déjeuner. Ma future belle-mère, Lilian Val, a dit cela tandis que ses amis se passaient encore des assiettes en cristal remplies de fruits et de saumon fumé autour de la table comme si nous étions au milieu de quelque chose de civilisé. Personne n'a ri. Personne n'a semblé choqué. C'est la première chose que j'ai comprise. Ce n'était pas une insulte soudaine. C'était une pièce qu'ils avaient construite pour moi. J'étais assise à une longue table blanche dans le salon du jardin et du domaine Val, vêtue de la robe de soie de ma suite nuptiale car la couturière était encore en train de défroisser ma robe à l'étage. Autour de moi se trouvait ma future belle-sœur, Audrey, deux marraines de l'église familiale, l'organisateur de mariage, l'avocat de la famille, le notaire et trois femmes qui avaient passé le dernier mois à me dire à quel point j'étais chanceuse d'épouser une famille portant un nom comme Val. Carter était assis à 3 sièges de moi, sa veste enlevée, sa cravate desserrée, l'air fatigué de cette manière élégante et soignée que les hommes comme lui adoptent toujours lorsqu'ils veulent que leur silence passe pour de la dignité. Lilian fit glisser le contrat de mariage sur la table et posa une main pâle dessus comme si elle me bénissait. Une femme qui entre dans cette famille ne devrait pas avoir peur de la clarté, a-t-elle dit. Si vous êtes ici pour les bonnes raisons, Camille, alors vous signez et nous avançons tous avec grâce. Audrey a souri dans son verre d'eau. N'importe quelle femme décente l'aurait déjà signé, a-t-elle dit. J'ai regardé Carter. Il m'a donné la même expression douce et triste qu'il avait utilisée pendant des semaines chaque fois que sa mère disait quelque chose d'assez piquant pour faire couler le sang. Ne rendez pas cela plus laid que nécessaire, a-t-il dit doucement. Ce ne sont que des formalités. Juste des formalités. C'était amusant venant de l'homme dont le family office avait passé les 10 derniers jours à essayer d'ouvrir une fiducie qu'il n'avait aucune raison légale de toucher. Je m'appelle Camille Rowan. J'avais 30 ans et je travaillais dans la révision financière pour un groupe de litiges fiscaux à Richmond. J'ai passé ma vie à suivre l'argent à travers des sociétés écrans, des distributions fiduciaires, des déclarations de dette et un langage amical que les gens utilisaient lorsqu'ils voulaient que le vol sonne comme de la planification. Alors, quand j'ai ouvert ce contrat de mariage et que j'ai vu une clause m'obligeant à renoncer à un examen indépendant de tout revenu distinct utilisé pour soutenir les obligations matrimoniales, je n'ai pas pensé protection. J'ai pensé extraction. À la page 4, j'ai trouvé une référence à un accès coopératif avec le Family Office Val. À la page 6, il y avait une ligne concernant l'alignement des distributions avec les besoins de solvabilité du ménage. À la page 8, il y avait une annotation liée à mon avocat fiduciaire qui n'aurait jamais dû figurer dans leur projet si quelqu'un de cette famille n'avait pas déjà fouillé dans des endroits où il n'était pas invité. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu la pièce pour ce qu'elle était vraiment, pas un déjeuner de mariage, mais une réunion de crédit en perles. Ma tante Imogène m'avait laissé une fiducie lorsqu'elle était décédée 2 ans auparavant. Elle n'avait pas d'enfant, pas de patience pour les hommes faibles et un don pour démasquer les prédateurs raffinés avant même qu'ils aient fini de se présenter. La fiducie me payait trimestriellement suffisamment pour me faciliter la vie, et elle détenait des droits de vote dans une entreprise de logistique familiale qu'elle avait discrètement aidé à construire de l'intérieur. La structure était stricte, fiduciaire privée, examen indépendant, contrôle de distribution, langage protecteur qui garantissait qu'aucun mari, aucun beau-parent et aucun petit aristocrate souriant avec une collection de boutons de manchettes vintage ne pourrait y glisser sa main simplement parce qu'il avait mis une bague à mon doigt. Jusqu'à ce que Carter fasse sa demande en mariage, presque personne en dehors de mes avocats et de mon comptable ne savait combien il y avait dedans. Puis soudain, Lilian commença à poser de douces petites questions pendant le dîner. La fiducie était-elle liquide? Les distributions étaient-elles fixes? Les conseillers familiaux pourraient-ils l'aider à l'optimiser? Avais-je l'intention de garder mon ancien conseiller après le mariage, ou laisserais-je le Family Office Val me simplifier les choses? Simplifier. C'est un mot que les familles riches utilisent lorsqu'elles veulent un accès. Au début, je me suis dit que c'était les nerfs, l'ajustement, la laideur territoriale normale qui ressort autour des mariages et de l'argent. Puis, 3 jours avant la cérémonie, l'assistante administrative de mon bureau fiduciaire a appelé pour dire que quelqu'un du Family Office Val avait demandé les historiques des calendriers de paiement et des résumés structurels pour l'examen de la planification matrimoniale. Je n'avais jamais autorisé cela. C'est là que mes instincts ont commencé à me picoter. Ce déjeuner a juste confirmé que j'avais eu raison. J'ai fermé le document lentement et j'ai dit, bien sûr, je signerai une fois que la divulgation sera réciproque. Pour la première fois depuis que je m'étais assise, la pièce a changé d'ambiance. Lilian n'aimait pas qu'on lui réponde sans peur. Réciproque, a-t-elle répété.
Oui, ai-je dit. Si votre accord s'étend aux distributions fiduciaires protégées et au traitement des revenus futurs, alors j'aurai besoin d'une divulgation complète de la liquidité, des obligations de dette, de l'exposition aux prêts à court terme. Et de toute communication antérieure avec des tiers qui auraient fait référence à ma fiducie ou à tout accès post-mariage à celle-ci. L'une des marraines a arrêté de mâcher. Audrey a ri doucement. C'est exactement ce que Carter voulait dire, a-t-elle dit. Vous faites tout sonner comme une enquête fédérale. Carter s'est penché en avant. Camille, s'il vous plaît. Nous essayons d'éviter les drames. Non, ai-je dit. Vous essayez d'éviter la divulgation. Lilian m'a regardé longuement. Puis, parce qu'elle était trop fière pour admettre que quoi que ce soit concernant sa famille devait rester caché à une mariée qu'elle considérait socialement inférieure, elle a souri. Très bien, a-t-elle dit. Si c'est ce qui vous aide à vous sentir en sécurité, nous pouvons faire cela correctement. Correctement. Le mot a atterri comme un parfum, excessif. J'ai hoché la tête, refermé l'accord et les repassé sur la table. Bien, ai-je dit. Alors faisons-le correctement. Cela aurait dû ressembler à une petite victoire. Ce ne fut pas le cas. C'était comme le clic d'une trappe s'ouvrant quelque part sous des parquets lustrés. Quand le déjeuner s'est terminé, Audrey m'a frôlé dans le couloir et a murmuré, « Vous essayez très fort de paraître importante aujourd'hui. » J'ai souri. Non, ai-je dit. J'essaie très fort de paraître chère. Elle n'a pas aimé cela. Bien. À l'étage, j'ai trouvé ma suite nuptiale à moitié dépouillée. Mes fleurs avaient été déplacées. Ma robe avait disparu. Mes chaussures avaient disparu. La robe suspendue au fauteuil n'était pas la mienne. Une femme de chambre que je n'avais jamais vue auparavant m'a dit que Madame Val voulait que je sois déplacé dans la chambre d'amis bleus pour le reste de l'après-midi car la suite principale devait être préparée pour les photos de famille. Préparée. Il est toujours étonnant de voir à quelle vitesse les femmes comme Lilian commencent à vous traiter comme du personnel dès qu'elles pensent que le mariage est trop proche pour que vous puissiez vous enfuir. Je les ai laissés me déplacer. C'est la partie que les gens ne comprennent jamais à propos de ce genre de vengeance. Vous ne gagnez pas en combattant chaque insulte. Parfois, vous gagnez en reculant exactement aussi loin que votre ennemi le souhaite, afin qu'elle ne puisse pas sentir le bord de la falaise vers laquelle elle marche. Carter est venu dans la chambre bleue vers 17 heures. Il a fermé la porte derrière lui et s'est appuyé contre elle, beau, fatigué, contrôlé, tout en lui était arrangé pour me faire sentir déraisonnable de voir ce qui était juste devant moi. Vous avez embarrassé ma mère, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Votre mère s'est embarrassée elle-même. Il a expiré par le nez. Elle a peur. Cela m'a presque fait rire. De moi, de ce que les gens pensent, de ce qui se passe si cette famille a l'air négligente avec l'argent juste avant un mariage public. Nous essayons de protéger tout le monde, Camille. Tout le monde. C'était un beau mensonge. Si vous protégiez tout le monde, ai-je dit, mon bureau fiduciaire n'aurait pas les empreintes de votre family office partout dessus. Son visage a changé. Seulement un peu, mais suffisamment. Vous réagissez de manière excessive, a-t-il dit. C'était une demande de renseignement de routine. Non, ai-je dit. Une demande de renseignement de routine n'apparaît pas dans un projet de contrat de mariage comme une clause d'alignement des distributions. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Besoin, pas envie. Besoin. Ce mot a coupé plus net que n'importe quelle insulte que Lilian avait lancée au déjeuner. J'ai regardé l'homme que j'avais été prête à épouser et j'ai compris d'un coup qu'il n'avait pas besoin de moi. De moi, c'était la cérémonie. Quelle est l'exposition de la banque, Carter? Ai-je demandé. Il est resté immobile. C'était ça. Pas le déni, pas la confusion, mais la reconnaissance. J'ai répété. Sa voix est revenue plate. J'ai soutenu son regard. Alors dites-moi pourquoi l'avocat du déjeuner de votre mère rédige des textes sur la solvabilité du ménage avant même que je sois marié. Il n'a rien dit. Ce silence fut sa fin. Pas en tant que fiancé. Il était déjà en train de mourir là, en tant que possibilité, en tant que personne que je devais encore protéger de ce que je savais faire. Il est parti 10 minutes plus tard sans arranger quoi que ce soit. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai appelé Judith Mercé.
Judith avait été conseillère externe pour la fiducie de ma tante pendant 11 ans. Elle avait la soixantaine, était précise, impitoyable et professionnellement incapable d'être charmée par les mythes familiaux. Elle a écouté pendant que je lui donnais les faits. Lilian a forcé un contrat de mariage au déjeuner. Ils ont inclus le langage fiduciaire. Ils ont demandé à votre bureau les relevés de distribution. Carter a réagi quand j'ai mentionné la liquidité. J'ai besoin de savoir dans quelle mesure ils sont en difficulté. Elle a rappelé juste après minuit. Beaucoup, a-t-elle dit. La ligne de crédit bancaire privé de la famille Val est en cours d'examen. Une acquisition de terrain a drainé des liquidités, une expansion hôtelière a pris du retard. Et il se trouve face à un trou de liquidité à court terme qu'il s'attendait à couvrir avec un soutien de trésorerie et une représentation des revenus futurs du ménage. Représentation des revenus futurs du ménage. Ma gorge est devenue sèche. Moi. Oui, a dit Judith. Pas vous en tant que personne, vous en tant que flux. Cette phrase reste dans ma mémoire comme du verre brisé. Vous en tant que flux. Pas une mariée, pas une femme, pas une partenaire, un flux. Puis Judith m'a donné le reste. Carter a envoyé une note à leur banquier privé la semaine dernière disant qu'après le mariage, ma posture de distribution serait harmonisée sous une structure familiale plus coordonnée. Le Family Office de Lilian a demandé la confirmation des protocoles d'examen fiduciaire, et la banque a signalé votre fiducie comme faisant partie de leur image de confort informel pour le soutien financier du ménage après le mariage. Ils avaient déjà commencé à vendre une version de mon avenir qui ne leur appartenait pas. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé les pelouses sombres du domaine Val où des travailleurs transportaient encore des lanternes louées vers la pelouse de cérémonie. Quelque part dehors, un quatuor répétait pour le lendemain. Quelque part dans l'aile ouest, Lilian dormait probablement paisiblement, confiante qu'elle pourrait encore envelopper tout cela dans de la soie avant midi. J'ai demandé à Judith ce dont j'avais besoin. C'est ce que j'ai fait. Au petit déjeuner, mes documents révisés étaient dans leur boîte de réception, un avenant de divulgation financière mutuelle, une attestation de liquidité, une déclaration de non-dépendance envers des tiers, une reconnaissance directe qu'aucune communication avec des prêteurs, des conseillers ou des banques n'avaient été basées sur ma fiducie, mes futures distributions ou toute attente de contrôle post-mariage sur celle-ci. J'ai gardé un ton courtois, coopératif, même chaleureux. Si vous accusez des gens comme les Val trop tôt, ils deviennent prudents. Si vous avez l'air d'une mariée essayant d'être responsable, ils continuent de sourire tout en signant leur propre effondrement. Lilian a renvoyé les premières pages signées avant midi. Graham a signé aussi. Puis Carter. Celui-là m'a presque impressionné. Il lui restait assez d'arrogance pour croire que son propre nom pouvait le sauver. Le reste de la journée, ils m'ont puni socialement. Ma robe est restée introuvable. Audrey s'est assurée que je manque les photos de famille. 2 des demoiselles d'honneur ont cessé de me parler au-dessus d'un chuchotement parce qu'Audrey leur avait déjà dit que j'avais un de mes épisodes concernant l'argent. Lilian a informé le traiteur que je devrais manger à l'étage parce que je semblais accablé. Accablé. C'était son mot préféré pour les femmes qu'elle essayait de rabaisser. Je les ai laissées me rabaisser. En soirée, Judith avait le reste, correspondance bancaire, note de calendrier, confirmation que les Val s'étaient déjà appuyés sur ma fiducie comme future garantie lors d'une réunion d'examen privé. Rien de criminel. Quelque chose de pire, désespéré. La signature finale était prévue à 10 h le lendemain matin, 4 heures avant la cérémonie. Il voulait que ce soit propre, calme, attesté, officiel. Bien sûr qu'il le voulait. Quand je suis entré dans la bibliothèque, tous les sièges étaient occupés, Lilian, Graham, Carter, Audrey, l'avocat de la famille, le notaire, leur conseiller en patrimoine et 2 femmes de l'église servant de mobilier moral pour l'occasion. Je portais la robe de soie qu'ils avaient laissée dans ma chambre, aucun bijou à part la bague de fiançailles, les cheveux à moitié épinglés, le visage nu. Je voulais qu'ils voient exactement ce qu'ils attendaient, une mariée fatiguée, isolée, sous contrôle. Assez proche de la cérémonie pour qu'elle avale n'importe quoi afin d'éviter la disgrâce. Lilian semblait presque tendre. « Je suis contente que nous soyons raisonnables » a-t-elle dit. Cela m'a presque fait l'admirer. Je me suis assise, j'ai tourné à la dernière page, j'ai pris le stylo et j'ai laissé la pièce respirer de soulagement. Puis j'ai dit, je signerai après une correction. Les épaules de Carter se sont détendues. Audrey a souri.
Lilian a hoché la tête avec cette même fausse gentillesse. Bien sûr, ma chère. Quelle correction? Je me suis tourné vers la porte juste au moment où elle s'ouvrait. Judith Mercé est entrée, portant une mallette en cuir noir et le genre de calme qui dépouille le faux semblant des pièces coûteuses. Le visage de Lilian a changé instantanément. C'est une affaire de famille privée, a-t-elle dit. Non, a répondu Judith. C'est une interférence fiduciaire et une fausse déclaration financière. Ce sont des choses différentes. Elle a posé le premier document sur la table, résumé de la carence de liquidité pour Val Holdings. Deuxième document, communication de Carter Val au conseiller bancaire privé faisant référence à l'harmonisation future des distributions fiduciaires de Camille Rowan après le mariage. Troisième, demande écrite du Family Office Val sollicitant les protocoles de paiement fiduciaire et le calendrier d'examen avant l'exécution matrimoniale autorisée. Quatrième, la déclaration de non-dépendance signée qu'il m'avait rendue moins de 24 heures plus tôt. Et cinquième, mon préféré, une note consultative du fiduciaire confirmant que tout effort coercitif visant à modifier la structure protectrice de ma fiducie avant ou immédiatement après le mariage déclencherait un contrôle indépendant automatique et gèlerait les distributions électives. Personne n'a bougé. La pièce ne semblait même plus riche, juste sans air. Judith a regardé Carter. Vous avez représenté un accès futur à des revenus que vous ne contrôliez pas. Puis, elle a regardé Lilian. Vous avez rédigé des documents contournant des distributions protégées tout en signant simultanément une certification qu'aucun prêteur ou conseiller ne s'était appuyé sur celle-ci. Puis elle a regardé le conseiller en patrimoine qui s'était soudainement fasciné par le grain de la table. Et vous avez permis à votre client de procéder à l'exécution après avoir cherché réconfort auprès de revenus fiduciaires qui n'auraient jamais dû faire partie de cette négociation. La voix de Lilian s'est aiguisée. C'est offensant. Non, ai-je dit. L'offense était le déjeuner d'hier. Ceci est de la comptabilité. Carter m'a regardé comme s'il venait seulement de comprendre ce qui s'était passé. Vous avez planifié cela. J'ai secoué la tête. Non. Vous l'avez fait. J'ai juste lu ce que vous avez écrit. Judith a ouvert le mémorandum de fiducie et a lu le paragraphe clé à voix haute, si un futur conjoint, de futurs conjoints. La famille ou un conseiller affilié tente d'exercer une pression ou de structurer des accords matrimoniaux d'une manière qui affaiblit le contrôle indépendant ou rediriger des distributions protégées vers des obligations ménagères, dans des conditions coercitives. Le fiduciaire suspendra immédiatement l'accès électif et placera la fiducie sous administration protectrice indépendante. Puis elle a fermé le dossier et a dit, le déclencheur a été atteint. Audrey a parlé pour la première fois en presque une minute entière. C'est absurde. Judith ne l'a même pas regardé. C'est actif. Maintenant la pièce a enfin changé. Pas avec des cris. Pas au début. Avec la compréhension. La notaire a coiffé son stylo. L'avocat de la famille a commencé à tourner les pages trop vite. Les femmes de l'église ont baissé les yeux sur leurs mains. Le conseiller en patrimoine s'est penché en arrière comme si la distance pouvait le sauver de la proximité des documents. Et Carter, beau, soigné, prudent Carter, s'est tourné vers moi avec une vraie peur sur son visage pour la première fois depuis que je le connaissais. Camille, a-t-il dit, parlons en privé. J'ai souri. Non. Il s'est rapproché malgré tout. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. C'était la phrase qu'il a choisie. Pas, je suis désolé. Pas, j'aurais dû arrêter cela. Pas, je vous ai trahi. Il regrettait seulement d'avoir perdu le contrôle de la méthode. Je l'ai regardé et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai dite de toute la semaine. Tu n'avais pas besoin d'une femme, Carter. Tu avais besoin d'un flux de revenus dans une robe de mariée. Le son qui est sorti d'Audrey à ce moment-là était petit, choqué et laid. Lilian s'est levée si vite que sa chaise a accroché le tapis. Petite opportuniste ingrate, a-t-elle sifflé. Nous vous avons ouvert cette famille. Non, ai-je dit. Vous avez ouvert mon dossier fiduciaire et l'avez appelé hospitalité. Cela a mis fin à toute illusion restante. Le représentant de la banque est apparu sur haut-parleur à 11 heures, pile à l'heure, demandant de confirmer que tous les éléments de confort financier liés au mariage avaient été régularisés pour l'examen de la structure familiale. Judith a répondu avant que quiconque d'autre ne puisse le faire. Il n'y aura pas d'harmonisation fiduciaire, pas d'accès aux distributions et pas de soutien post-mariage de la part de Camille Rowan.
Tout confort informel antérieur basé sur sa fiducie était non autorisé. Il y a eu une pause. Puis la voix sur haut-parleur a changé. Compris. C'était tout. Mais dans des pièces comme celle-là, 2 syllabes peuvent coûter des millions. Lilian s'est rasseoir très lentement. L'avocat de la famille a murmuré quelque chose à propos d'une réévaluation. Le conseiller en patrimoine ne levait pas les yeux. Audrey a semblé soudainement jeune, méchante et stupide à la fois. Carter se tenait au centre de la bibliothèque avec la posture exacte d'un homme qui avait passé toute sa vie à supposer que les dommages pouvaient être négociés s'il restait assez beau. Cela n'a pas été le cas. J'ai enlevé ma bague de fiançailles et l'ai placée sur le contrat de mariage non signé. Gardez votre nom, ai-je dit. Je garde ce que vous avez essayé de saigner. Puis je me suis levé et je suis parti. Personne ne m'a arrêté. C'est la partie dont je me souviens le plus, pas la victoire, mais le silence. Parce que le silence signifie que les gens entendent enfin la vérité au-delà de la mise en scène. La cérémonie n'a jamais eu lieu. Officiellement, le mariage a été reporté en raison de préoccupations familiales privées. Officieusement, au coucher du soleil, chaque fleuriste, traiteur, organisateur, chauffeur et femme d'église dans un rayon de 40 miles savait que les Val avaient essayé d'épouser une fiducie avant d'épouser une mariée. Dans des familles comme la leur, c'est pire qu'un scandale. C'est une humiliation avec des témoins. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là. Pas à l'hôtel qu'ils avaient réservé pour la lune de miel. Pas à l'appartement d'une amie. Chez moi, la petite maison en briques que ma tante avait achetée avant ma naissance. Le seul endroit de ma vie que personne n'avait jamais pris pour décoratif. Le fiduciaire avait déjà appelé. L'administration protectrice était active. Personne du nom de Val n'approcherait plus jamais la structure. Il ne l'avait pas desserré. Il l'avait resserré contre eux pour toujours. Carter a envoyé un message juste après la tombée de la nuit. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Je l'ai supprimé. Lilian a envoyé un email une fois. Vous avez endommagé cette famille au-delà de toute réparation. Celui-là, je l'ai gardé. Pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il disait la vérité mieux que tout ce qu'elle avait dit cette semaine-là. J'ai effectivement endommagé la famille qu'ils essayaient d'être, celle qui pouvait sourire en plein jour tout en se nourrissant en privé de quiconque était plus faible, plus pauvre ou plus poli qu'eux. Ce que je n'ai pas endommagé, c'est quelque chose qui valait la peine d'être pleuré. Au cours du mois suivant, la famille Val a discrètement vendu un terrain dont elle prétendait ne jamais se séparer. Leur examen bancaire s'est resserré. Leur expansion hôtelière a stagné. Carter a disparu des pages mondaines pendant un certain temps, ce qui, dans son monde, était presque une urgence médicale. Audrey a posté 3 photos sur la guérison et la grâce familiale avant que quelqu'un ne lui dise finalement d'arrêter. Lilian a envoyé un dernier message par l'intermédiaire d'une connaissance commune, disant qu'elle espérait qu'avec le temps je regretterais d'avoir choisi la fierté plutôt que l'appartenance. Je n'ai jamais répondu parce que la fierté n'a jamais été le problème. L'appartenance l'était. Elle voulait que j'appartienne à leur manque, à leur image, à leurs besoins, à leur ensemble. Je ne l'ai pas fait. C'était tout le sens. Les gens pensent toujours que des histoires comme celle-ci sont une question de vengeance. Parfois, c'est le cas. Mais parfois, elles sont une question de refus de conversion. Refuser de laisser sa vie devenir un carburant qui a été construit bien avant votre arrivée et qui aurait continué à se consommer après votre départ. Au déjeuner ce premier jour-là, Lilian pensait qu'elle testait si j'étais venu dans la famille Val pour l'argent. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que j'avais déjà vu la vérité. C'était eux qui essayaient de vivre de la mienne. Et quand j'ai posé la bague et que je suis sorti de cette bibliothèque, je ne me suis pas senti abandonné, déshonoré ou ruiné. Je me suis senti juste. C'était suffisant.